quelle institution vous venez. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est Madame Mariam Koulibaly. Je suis la présidente du réseau Femmes Droit Développement en Afrique, plus communément appelé WILDAF Sénégal. C'est le cycle anglophone qui signifie Femmes Droit Développement en Afrique. C'est un réseau panafricain qui existe dans une cinquantaine de pays en Afrique. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notre coordination se trouve à Lomé et nous dépendons de cette coordination sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Merci, madame. Je suis juriste de formation et je gère aussi le volet régional en égalité de droits entre les femmes et les hommes au niveau du programme UNITERA, qui scelle le partenariat entre le Centre canadien d'études et de coopération internationale et l'entraide universitaire mondiale du Canada. Merci Madame Koulibaly pour cette présentation exhaustive. Madame, vous venez d'assister à un atelier de restitution de l'étude sur l'implication des acteurs non gouvernementaux dans la réforme foncière, les enjeux de la réforme foncière, les positions et propositions de ces acteurs cités sur la réforme foncière. Alors, quelles sont vos impressions au sortir de cet atelier? Oui, Ndeye Koumba, je pense qu'il faut saluer quand même l'opportunité pour nous, acteurs et actrices de la société civile, à travers cette étude qui vient à point nommé et dont les résultats sont partagés aujourd'hui durant cet atelier. Je crois que c'est une étude qui donne un avantage comparatif pour les acteurs et les actrices de la société civile, surtout ceux qui sont dans des initiatives en lien avec la gestion de la terre tout court. Parce que qui dit réforme foncière parle aussi de façon directe ou indirecte de la gestion de la terre. Cela pose beaucoup de difficultés et depuis très longtemps. Des difficultés qui persistent, qui perdurent, en défaveur surtout d'une couche vulnérable, composée en majorité par des jeunes et des femmes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des initiatives de réforme foncière qui ont été prises depuis très longtemps au Sénégal, mais initiatives qui n'ont pas abouti. On dirait qu'il y a un enchevêtrement d'initiatives de réforme foncière. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme qui est en cours, nous avons vraiment l'espoir que le processus va aboutir. Je le dis pour plusieurs raisons. Dans la mesure où on note un engouement des acteurs et des actrices de la société civile qui de plus en plus sentent la nécessité d'aller en synergie à travers des coalitions, à travers des cadres d'action, à travers des consortiums. C'est extrêmement important parce que la société civile doit être une société civile plurielle, responsable, mais également une société civile proactive. J'avoue que j'ai fait le RADI, le Réseau africain pour le développement intégré, mais quand je discutais avec le président, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait aux acteurs de la société civile actuelle. Parce qu'il me racontait qu'à l'époque où il était vraiment dynamique dans le mouvement de la société civile, au plan national, au plan régional et au niveau international, c'était une société civile qui se faisait entendre et qu'on écoutait avant de prendre quelque décision que ce soit. Je me dis qu'aujourd'hui, avec l'ouverture démocratique et les facilités de mise en place d'ONG, d'associations, etc., il y a une certaine tendance à aller en solo. Et c'est ce qui
fragilise les organisations de la société civile. C'est ce qui fragilise aussi le mouvement associatif de façon générale. Il y a lieu quand même de s'arrêter aujourd'hui pour faire une introspection. Autant on dit qu'il y a des manquements du côté de l'État, autant il faudrait quand même que la société civile ose faire sa propre introspection pour redémarrer sur des bases plus solides et atteindre les résultats. Parce que tout ce que nous voulons atteindre ensemble, c'est le développement durable. Et aucune organisation ne peut avoir l'apanage, ne peut prétendre avoir l'apanage d'atteindre ce développement durable toute seule. Donc, l'unité ou l'unicité de la société civile doit être réelle actuellement pour aller de l'avant. Maintenant, en termes de réforme foncière, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les résultats de cette étude, la capitalisation nous permet de bâtir un argumentaire fort. Parce que nous devons initier un dialogue politique franc sur la base d'un argumentaire convaincant. Et je pense que à travers l'étude que je viens de lire, je me rends compte que ce soit les organisations paysannes, que ce soit les organisations de jeunes ou les organisations de femmes, nous pouvons bâtir notre argumentaire et aller de l'avant. Sans quoi, on a beau revendiquer notre positionnement, notre place, notre implication dans ce processus de réforme foncière qui doit être transparent d'abord, participatif ensuite, inclusif, pour être un véritable levier que les acteurs et actrices de la société civile font actionner pour une réforme foncière digne de sa nom. Merci Madame Coulibaly. Vous avez aussi tantôt parlé de cette dispersion des acteurs de la société civile, de cette logique de labellisation qui les pousse à aller individuellement, mais également de cette nécessité d'harmoniser les positions afin d'être plus crédibles sur le plan national et international. Mais quelle appréciation sur le processus actuel de réforme foncière, sur la démarche qui est adoptée par l'actuelle commission? Moi, je pense qu'actuellement, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Parce que déjà, il est dans la dynamique, il est avec le professeur Souma, il est avec toute son équipe, dans la dynamique d'asseoir une bonne concertation. Il a déjà une capacité d'écoute énorme. Je pense que cela dénote de sa volonté d'impliquer, ou tout au plus, de comprendre, de connaître les priorités des uns, des unes, des autres, pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est un fait. Je pense également qu'il y a eu avant cette nouvelle équipe, il y a eu une équipe précédente qui avait eu dans le cadrage fait des biais parce qu'on avait fait fi des acteurs et des actrices de la société civile dans la composition de la commission. Il y avait 10 commissions qui, si je ne me trompe, n'avaient même pas de feuille de route. Aujourd'hui, avec cette vague de concertation, je pense que l'actuelle équipe de la commission, avec son président, pourront se baser sur les informations reçues par-ci, par-là, pour bâtir une stratégie, mais également élaborer une bonne feuille de route. Mais au finish, il faudrait quand même, avant de mettre en œuvre cette stratégie ou cette feuille de route, revenir rassembler l'ensemble des intervenants qu'ils avaient écoutés pour valider et la stratégie et la feuille de route. C'est extrêmement important. Là, c'est l'aspect participatif. Et cela rendra légitime leur démarche. Demain, on ne dira pas qu'ils ont fauté. Ils ont fait la même chose que la première équipe. Je pense également qu'il faudrait
qu'on mette à leur disposition les moyens qui sied. C'est tout un processus, hein. Cela demande du temps. Et à ce niveau, je pense que les concertations ne pourront pas aller ad aeternum. Il faudra un temps pour la concertation, un temps pour l'élaboration de la feuille de route, de la stratégie ou plan d'action, et également un temps pour la mise en œuvre. On ne peut pas continuer à écouter, à recevoir des acteurs et des actrices. Il faudrait quand même qu'ils bougent pour aller de l'avant. Ça, c'est le point de vue de Mariam. Et il faudrait également que dans leur démarche, qu'ils prennent en compte les priorités, depuis la base jusqu'au sommet. Voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, le pourquoi, pour proposer des pistes de solutions. Il faudrait également qu'on implique davantage les femmes, qu'on implique davantage les jeunes, ou tout au plus qu'on prenne leurs préoccupations. Vous savez, au Sénégal, il y a un maillage tel que il n'y a que les organisations qui s'agitent, que ce soit à travers les médias ou autres, par personnes interposées qui utilisent des relations pour être dans des cadres de concertation, des mécanismes là où se prend la décision. Or, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'organisations très engagées qui se battent nuit et jour, qui vont au plus profond du Sénégal et au-delà même pour le mieux-être des populations, femmes, hommes comme jeunes. C'est extrêmement important de tenir compte aussi de cet aspect. Vous avez tantôt parlé de la question des femmes, c'est vrai, vous l'avez dit dans votre présentation, vous appartenez à une organisation de défense des droits des femmes et vous avez tantôt évoqué la question des femmes dans la réforme foncière. Et quelle place pour ces femmes au niveau de la réforme? Et quels sont les aspects spécifiques à prendre en compte? Pour les femmes, il faut prendre en compte leurs besoins prioritaires. Aujourd'hui, nous avons sur le plan juridique un arsenal assez riche, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou international. Notre constitution, la loi suprême de ce pays, dit que la terre doit être attribuée à toute personne, homme comme femme, en mesure de l'exploiter. Mais quelquefois même, pour comprendre, pour connaître la procédure d'accès, d'attribution, c'est un problème réel. Ici, on légifère pour légiférer, mais on ne met pas le droit à la portée des populations. Aujourd'hui, la loi sur le domaine national, il y a des femmes à la base qui ne comprennent pas le contenu de cette loi qui est écrit dans un langage assez difficile à comprendre, même pour des lettrés, à plus forte raison pour des femmes analphabètes. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a plusieurs programmes qui se superposent. On avait le plan REVA, on a NASA, etc., etc. Il faudrait qu'on prenne le temps d'expliquer aux populations, surtout aux populations analphabètes, majoritairement, le contenu de ces politiques, de ces plans et de ces lois. C'est extrêmement important. Et une loi est faite pour être appliquée. Donc, si on vote des lois qui, pour entrer en vigueur, doivent être promulguées, il faut qu'on fasse leur promulgation. Si une loi est adoptée et que son décret d'application tarde à sortir, elle ne peut pas aussi être mise en vigueur. Donc, il y a beaucoup de limites sur le plan textuel, sur le plan juridique, qu'il faudrait quand même essayer de résoudre le plus rapidement possible pour que les populations sachent à quoi s'en tenir. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, avec la question récurrente de l'accaparement des terres, avec les grands investisseurs, connaissant les moyens limités des femmes, leur difficulté à accéder aux facteurs de production, je pense qu'il faudrait quand même revoir la donne et
attribuer les terres de façon équitable, donner aux femmes et aux jeunes de la terre, mais de la bonne terre, et faire suivre les moyens en termes d'équipement, en termes d'intrants, leur faciliter les pistes de commercialisation pour que ces jeunes et ces femmes puissent au moins contribuer, même en milieu urbain. Vous savez, le Sénégal est bâti sur une superficie qu'on ne peut plus étendre, n'est-ce pas? Nous, je me rends compte que les gens pensent que si on fait la part belle aux grands investisseurs, demain peut-être mon fils, mon beau-fils, etc. pourraient trouver de la terre. Mais où? Rien que pour leur habitat. Ce sont en milieu urbain ou en milieu périurbain, sans compter les femmes en milieu rural. Donc il faudrait quand même qu'on essaie de bâtir nos initiatives sur la base de l'équité de droit. C'est extrêmement important. Et pour ce faire, il faut que les femmes soient mieux armées du point de vue de leur leadership, du point de vue du dialogue politique, en termes de communication, en termes de plaidoyer. Mais pour ce faire, il faudrait qu'elles comprennent les enjeux. Il faudrait également qu'il y ait parmi ces femmes, parmi ces jeunes, une masse critique qui accepte, qui participe à la prise de décision pour revendiquer leurs droits. Madame Coulibaly, l'IPAR et le consortium Réformons le foncier auquel vous appartenez d'ailleurs, vous remercie vivement. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci.